Bonjour, bienvenue sur Stefayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Poinsignon. Sa vision novatrice et déstructurée du tatouage est très inspirante. Dans cet épisode, Olivier nous parle de son rêve de devenir dessinateur, de la relation très particulière qu'il crée avec ses clients, de ses différentes collaborations avec l'Androgynette ou Guillaume Smash et Émilie B, du concept de l'originalité et du tatouage du futur. Alors aujourd'hui, je reçois Olivier Poinsignon qui me fait l'honneur de participer à ce podcast. Donc Olivier, je vais te présenter. Donc tu tatoues dans ton atelier privé à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Tu foisonnes d'idées en tout genre et de concepts tatou assez atypiques qui demandent souvent une réelle introspection. Tu as aussi un besoin une envie de communication assez particulière, je trouve, dans ce milieu, parce que ça passe par différents canaux, comme le blog, le podcast, tu as aussi une newsletter et une chaîne YouTube. Donc, tu as à la fois moi, je te vois comme à la fois un artiste, un artisan, un communicant, quelque chose d'assez hybride. Voilà, je suis vraiment... personnellement, j'aime beaucoup ta démarche et que je trouve très inspirante et novatrice. Et je suis toujours fascinée par ta créativité et le voyage dans lequel tu arrives à emmener tes clients et tu arrives à bousculer les lignes. Donc voilà. Bonjour Olivier. Bonjour Steph, merci pour cette introduction et merci de me donner un petit peu plus de place pour parler de tatouage et de tout ce que ça permet d'ouvrir. C'est cool, merci. Alors justement, on va commencer par la grande question du tatouage. Quelle est ta propre définition du tatouage? Comment tu définis le tatouage selon toi, vraiment ta propre perception? C'est drôle ça, quelqu'un m'a posé cette question il y a quelques mois et m'a mis une bonne colle. J'ai pas arrêté d'y repenser et je pense que je vais répondre la même chose. Finalement, un tatouage, je vais m'arrêter à l'aspect juste purement physique et mécanique. C'est le fait de marquer un corps avec un pigment sous la peau de façon à durer dans le temps. Voilà, sans parler forcément d'animal, de qui est le tatoué, qui est le tatoueur, juste ça. Après, chacun se projette comme il veut là-dedans. Oui, donc c'est très vaste. Ça peut concerner plein de choses différentes. C'est très ouvert comme définition. Oui. Après, je dis ça parce que si je réécoute ça dans 10 ans, je me dis putain, pourquoi t'as juste forcé sur cet axe-là. Je préfère avoir une vision ultra large et changer de position tous les jours, ou l'affiner, l'affirmer, ou partager la position d'autres personnes, ou changer de costume à un moment. Oui, ça laisse les portes ouvertes à d'autres définitions plus précises ensuite. Et donc, on va commencer par reprendre un petit peu ton parcours pour apprendre à te connaître. Tu m'avais dit que tu avais toujours voulu être dessinateur depuis que tu es tout petit. C'était ton rêve d'être dessinateur. Donc, j'ai l'impression que tu t'en rapproches quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Tout petit, mon père me disait qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai toujours dit moi je veux être dessinateur. Il me disait non, dessinateur
c'est grand, c'est courbé, ça a des lunettes et ça passe son temps enfermé à la maison. Alors, c'est à peu près ce qui arrive maintenant en fait. En grandissant, c'est plus le fait d'essayer de créer des choses, même si j'ai pas l'impression de créer des choses, j'ai toujours l'impression d'être dans de la réaction plus que de la création. J'ai la chance d'avoir réussi à me rapprocher de tout ça en tout cas. D'accord. Et tu avais commencé des études d'architecte, non? Tu m'avais parlé. Ah oui. Alors, mon père aurait voulu que je parte en architecte et je suis parti aux Beaux-Arts. Pour lui, dessinateur, c'était pas un métier et il avait fait comprendre que si tu veux dessiner et rentrer dans la vie active et avoir quelque chose de sérieux, être architecte, ce serait pas mal. Avec le temps, je me rends compte qu'être architecte, ça aurait été cool aussi. Très tard, je me suis intéressé à l'architecture et je me suis rendu compte que ça avait une incidence très très forte sur la façon dont on pouvait aider à organiser une société, comment on pouvait gérer des interactions entre des gens par le biais de l'architecture. Parce que c'est con, mais un pont, ça permet de relier un point A à un point B. Et s'il y a un point A, tu mets telle population, un point B, une autre population. En mettant un pont, tu vas pouvoir créer un lien. C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui t'a mené au tatouage, comment tu as appris, comment tu es devenu tatoueur? Qu'est-ce qui m'a emmené au tatouage? C'est tout simplement la curiosité au début. J'étais à un moment où j'avais travaillé, j'avais mis des sous de côté et j'avais du temps pour explorer de nouvelles choses. Et quelqu'un de mon entourage m'a mis une machine dans les mains. Et comme j'étais dans un milieu où on était plein de foufous et où je faisais déjà du fanzine et j'avais déjà une casquette de créatif, les personnes m'ont réclamé du tatouage alors que j'étais pas forcément compétent pour ça. Et très vite, mon début d'activité de freelance en infographie web s'est transformé en tatoueur scratcher qui a dû se professionnaliser parce que ça m'intéressait beaucoup plus. La marge de manœuvre que j'avais en termes de créativité et même de fun était plus grande parce que j'ai commencé par tatouer mes potes, mes amis. Et quand tu travailles avec une seule personne que tu as en visu, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des délires farfelus que quand tu réponds à une commande qui est destinée à un client qui lui-même va utiliser cette image-là avec des clients que tu rencontreras jamais, qui auront une considération très minime pour ce que tu fais et qui en plus ne te donneront pas de retour. Donc le tatouage s'est très très vite imposé comme quelque chose de plus intéressant pour moi, plus interactif, avec un réel retour. Et c'est con, mais je dis pas que j'étais un ermite, mais le tatouage m'a énormément rapproché des gens. Comme j'avais envie d'être bon, et ben j'ai dû m'intéresser à mon médium. Et le médium, quand tu es tatoueur, c'est un être humain. Donc j'ai essayé de m'intéresser un peu plus à l'être humain. Et c'est vachement intéressant, en fait. Je suis fils unique avec un père qui, de par son travail, n'a pas forcément été toujours très présent, et une maman qui était aussi assez occupée. Du coup, très vite, j'ai appris à être tout seul dans mon coin et à pas forcément développer d'intérêt pour les autres êtres humains. Et le tatouage, mécaniquement, m'a forcé à m'intéresser à l'être humain parce que ta matière première, quand tu tatoues, c'est l'être humain et ça se résume pas à juste du physique. Il y a aussi des mots, des émotions, des sensations, et ça, c'est hyper riche et bien plus stimulant que de gratter une feuille ou un bout de bois ou d'être devant son ordi, même si c'est des choses que j'aime faire. Travailler avec l'être humain rajoute un enjeu que j'ai nulle part ailleurs, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je fais beaucoup de free-hand et que je préfère bien souvent travailler à même le corps, parce qu'il y a une gravité, il y a une incapacité de faire marche arrière, il y a le temps qui joue contre toi, alors que quand tu es sur ta feuille, tu peux la gratter pendant 12 heures, c'est pas grave, et puis si tu te loupes, t'en prends une autre. Tu as juste travaillé 12 heures pour rien, mais c'est pas comme sur un corps humain, quoi. Tu as la puissance du relationnel dans cet échange par rapport à
quand tu es seul face à ta feuille. Ouais, exactement. Alors, ça veut pas dire que tu peux pas mettre tes émotions et tu peux pas mettre tout ce que tu as dans tes tripes quand tu grattes le papier. Mais quand tu es avec un être humain, t'as des retours directs, hein. Si la personne se prononce, qu'elle parle et qu'elle t'envoie un fion, ben, tu l'entends direct. Mais aussi, des fois, ça peut être juste un tremblement, une sueur, une perte d'équilibre. Ces choses-là, elles parlent et elles peuvent te déstabiliser, te chambouler et te faire réagir directement. Alors que, bon, ben, ma feuille, oui, j'ai fait tomber mon verre d'eau et il y a l'encre qui se diffuse dedans, mais c'est quand même pas la même chose, quoi. Et justement, tu joues beaucoup sur cette relation de confiance que tu instaures avec tes clients. J'ai l'impression que tu aimes t'inspirer de ce qui n'est pas toujours visuel ou abstrait, mais plutôt de leur histoire et créer une image à partir de choses qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas réelles. Enfin, pas réelles, c'est peut-être pas le mot, mais tu vois, qui ne sont pas concrètes. Et comment tu crées cette relation de confiance avec le client et comment tu arrives à retranscrire leur histoire? Alors, déjà, j'essaie de retranscrire, c'est pas dit que j'y arrive à chaque fois. La relation de confiance, avant même qu'on se connaisse, j'essaie de l'installer par le biais, ben, justement, de mes quelques billets sur mon blog, des quelques vidéos, les lives que je peux faire. J'essaie de me mettre à nu et de me présenter de façon à ce que la personne puisse avoir l'impression de savoir chez qui elle va mettre les pieds et savoir ben, sur quel rythme elle va pouvoir discuter, quel type de mots, quel type de préoccupations. Euh, En fait, quand la personne va arriver et qu'on va passer du temps ensemble, j'ai pas envie de parler, en fait. J'ai juste envie de l'écouter. Je vais partir du principe qu'elle me connaît déjà et que moi, par contre, je vais faire une réelle découverte et je vais devoir réagir. Parce que si je lui raconte ce que je raconte tous les jours à toutes les personnes, c'est pas intéressant, ni pour elle, ni pour moi. Alors que si je l'écoute, moi, je suis enrichi, elle se sent écoutée et probablement comprise et ça m'est beaucoup plus facile de réagir et de me nourrir que si je parle que de moi. Et puis c'est comme ça aussi que je peux essayer de me renouveler en tout cas. Et Mais comment ça se retranscrit ça? Ben je sais pas. J'arrive pas encore à définir mon processus. J'essaie de... comment tu arrives à ressentir une histoire qu'on te raconte ou qu'on évoque, je sais pas, peut-être par d'autres biais que uniquement raconter oralement. Je sais pas comment tes clients te présentent leur projet ou leur histoire et comment toi, tu arrives euh, à l'absorber, le digérer et en sortir une image, un geste. Alors en vrai, moi par rapport à ça, je travaille pas énormément. Je ne fais que récolter ce que la personne m'apporte. Quand les personnes prennent contact avec moi pour se faire tatouer, normalement, ils passent par mon site web où il y a un petit questionnaire qui met un peu sur la voie d'une petite introspection. Et j'ai des personnes qui se connaissent mieux que d'autres et qui arrivent à se définir. Et en fonction de ce qu'elles vont m'écrire, je vais leur demander de m'envoyer un son, de venir avec des vêtements, de venir avec leur livre préféré, peut-être même moi derrière, je vais me forcer à faire des lectures avant qu'ils arrivent, en fonction de ce qu'il y aura. J'ai pas de format prédéfini, c'est quand même beaucoup de ressenti et d'adaptabilité en permanence. Oui, tu t'adaptes à chaque client. C'est sûr que c'est pas. On n'est pas sur du street shop où tu vas enchaîner les clients pour des petits projets, qui est une autre, voilà, une autre forme d'exercer ce métier. Mais c'est vrai que là, c'est une autre dimension et un autre relationnel que tu mets en place avec le client. Alors, sache que d'ailleurs, depuis cet été, je retravaille ponctuellement dans le street shop où je bossais il y a 5 ans, justement Oui, pour j'ai pouvoir vu que tu avais fait des commencer. flashs. Oui, d'ailleurs, je pense que les flashs étaient encore un petit peu trop alambiqués
pour pouvoir fonctionner correctement dans cet autre espace. Oui, ben oui. Du coup, je vois bien l'image que tu viens de balancer, puisque c'est exactement ce que je vis et j'ai les deux extrêmes. Et ça te fait quoi de revenir travailler aussi dans un shop, dans un studio? Ah, ben, je le fais parce que j'en ai besoin. Comme je dis, si je gagnais suffisamment d'argent, je pense que je continuerais de faire ce que je fais dans mon atelier. Je n'irais probablement pas travailler dans ce street shop. Par contre, je le fais par nécessité et je le fais du mieux que possible et je me force à aimer ce que je fais, au moins sur un plan technique, puisque ça me permet de m'entretenir sur certaines choses. Après, je me cache pas auprès des clients qui viennent me voir. C'est aussi bon d'avoir affaire à des personnes qui viennent juste chercher un artisan, comme tu as pu le dire, un technicien, et qui se foutent de savoir ce que Olivier Poinsignon a à dire. Ça permet de s'écraser un peu. Ouais. Oui, non, toute démarche est bonne à prendre aussi. Il n'y a pas de jugement là-dedans. En tout cas, on se la justifie comme on peut. Les besoins sont différents aussi en fonction des Ouais. personnes qui viennent chercher un tatoueur. Et je souhaite Et- revenir sur des différents projets que tu as pu avoir et notamment des collaborations avec d'autres artistes. Il y avait le collaboratoire avec l'Androgynette que tu avais fait en 2016. Et le ouais. concept, c'était de tatouer trois personnes, trois histoires différentes. Vous aviez choisi les clients selon leur histoire et ils se Ouais. retrouvaient donc, enfin, vous retrouviez donc tous dans une maison pour une semaine pour des tatouages à quatre mains et l'objectif était de fusionner un peu vos styles. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette expérience et nous dire un peu comment, euh, qu'est-ce que tu appelles le tatouage en aveugle et il y avait autre chose aussi, j'avais l'impression que parfois le process surpasse le projet. En fait, c'était parfois l'expérience qui primait sur Ah ouais, l'esthétisme. complètement. Et voilà, ça m'intéresse. Alors, ouais, le collaboratoire, c'était une collab avec Ginette en 2016, mais qui est sortie un petit peu de nulle part parce que c'était au moment où je commençais à envisager un programme sur YouTube où je voulais parler de tatoueurs que j'appréciais et analyser, découper. Et puis, en fait, j'ai fait un pilote de ce truc-là. Mon numéro zéro était avec Ginette. Donc, du coup, je m'étais rapproché d'elle, on avait discuté, on avait pas mal échangé. Puis vient un moment la question, ben toi c'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu pourrais te transcender? Et sa réponse a été ben faire une collaboration, partir sur une grande pièce. Et moi j'ai saisi l'occasion, je dis bah viens on le fait. Et elle a dit oui. Et on a mis en place donc ce petit projet où on avait une quinzaine de personnes qui se sont proposées. On a choisi les histoires qui nous mettaient les plus à l'aise, sans forcément chercher des projets confortables, mais on a cherché déjà à travailler sur des histoires qui étaient fortes et qui nous permettaient de réagir. Et deuxièmement, euh, ne pas ouais, enfin, ne pas partir trop loin parce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, elle comme moi, on n'avait jamais fait de collaboration de ce genre-là. Du coup, on y allait quand même crescendo dans ce qu'on avait choisi. Et comment ça s'est passé? Là, tu parles du processus. Les trois projets ont été intenses dans le sens où ça traitait du corps et de la transformation et de certains détachements. Quand tu parles aussi du concept qui surpasse le graphisme, faut savoir que sur les trois projets, il y en a deux qui ont été faits en aveugle pour les clients. Il y a une personne qui nous a demandé à ne pas voir ce qu'on allait lui faire parce que ça allait dans sa propre histoire et c'était ce côté lâcher prise, j'ai subi et je veux resubir
pour fermer cette histoire. Et la deuxième personne qui a choisi de se faire tatouer en aveugle, c'était sur une thématique d'objectivité et de subjectivité. Et pour être le plus objectif possible par rapport à ce qu'on allait lui proposer, il nous a dit « Je ne veux pas voir, tatouez-moi tout le dos, faites votre projet ». Moi, en réaction aussi, ouais, c'était ça le fameux, le tatouage en aveugle. Ouais. Et moi, par rapport à ça, en dualité d'objectivité et de subjectivité, j'ai aussi choisi de ne pas contrôler, de ne pas regarder ce que je pouvais faire à certains moments, de façon à ce que ma main soit la plus objective possible et qu'elle soit pas guidée par mon regard. Enfin voilà, c'est à partir de ce moment-là, je pense vraiment que c'est à partir de cette pièce-là que j'ai commencé à accepter de négliger une certaine patte juste pour être au profit du concept et de découvrir ce qui en sort, plus travailler la trace de vie plutôt que la représentation de vie. Voilà. Oui, c'est pour ça qu'on peut parler vraiment du coup d'expérience aussi. C'était, il y a l'expérience en elle-même qui parle et ce n'est pas juste une séance, enfin, entre guillemets, juste une séance de tatouage, mais il y a vraiment tout ce moment partagé et tout le process justement de confiance et de tatouage à l'aveugle qui en fait une réelle expérience pour le tatouer et pour vous deux aussi. Oui. Sachant que, comme tu l'as dit, on était dans une maison, on était chez moi en fait, on était dans l'appartement que je partage avec ma compagne et mes enfants maintenant. Et Ginette a passé la semaine complète avec nous à la maison. Donc certes, la journée on présentait pour recevoir notre client et discuter et mettre en place notre projet, mais le soir, moi j'étais en slip dans la salle de bain avec ma brosse à dents et je ressortais, je disais ah putain, t'as pensé à ça? Alors qu'elle était en train de manger sur le canapé dans son plaid. Enfin, c'était très intime et très intense sur une semaine, ouais. D'accord. Et il y a une autre collaboration que tu as fait en 2017 que j'ai beaucoup aimé le concept aussi. C'était avec Guillaume Smash et Émilie B de l'Imaginarium. Le concept était de faire un tatouage à 6 mains au rythme d'une playlist. Et donc, vous changiez à chaque chanson. À chaque chanson, la personne qui tatouait changeait. Je voulais savoir, d'où venait cette idée, quel était l'enjeu de cette collaboration? Est-ce que vous aviez chacun envie de sortir de votre zone de confort pour expérimenter un peu ce côté très cadré parce qu'on a un temps donné et on ne peut pas faire plus et en même temps on ne sait pas ce que va faire celui d'avant ou celui d'après et savoir laisser sa chance au hasard. Alors d'ailleurs, moi, il faut savoir que dans ce genre de truc, je suis l'emmerdeur, je suis celui qui va râler parce que même si on est dans de l'improvisation, je vais râler que la personne à côté n'ait pas ressenti les trucs que j'avais ressentis. Elle est là merde, comment on dit? Le fait d'essayer de sortir de ma zone de confort, c'est d'accepter ce truc-là. Le fait d'accepter que Émilie B arrive et mette un putain de rond rose à côté d'une grosse ligne noire alors que j'avais envie d'une contreforme blanche, mais... Mais non, c'est génial. Et pourquoi on a essayé de faire ça, enfin pourquoi on a fait ça avec de la musique? Ça fait un moment qu'on se fréquentait avec Guillaume et Émilie, ils étaient déjà venus à la maison, on avait fait des jeux de dessin justement, des cadavres exquis, des thématiques imposées, des croquis rapides, des choses comme ça. Élaborer un motif à 3 personnes, c'est assez compliqué, sachant qu'on savait pas forcément qui on allait avoir, quel profil de client on allait avoir. Du coup, on voulait partir sur quelque chose de beaucoup plus libre, et aborder ça sur un côté hyper ludique et récréatif, puisque c'est de ça qu'était née notre relation tous les trois. Et le dessin, quoi qu'on en dise, quand on est sur des dynamiques de traits, de forme, il y a des fréquences, il y a des rythmes, et le fait de s'appuyer sur de la musique, ça nous permettait de nous mettre tous au diapason, même si on n'avait pas le même trait. N'empêche qu'il y avait un rythme qui se dessinait, on était tous sur le même. Donc, je pense que c'est venu naturellement comme ça. En vrai, je me rappelle pas précisément comment c'est né ce truc. Juste, on avait envie de faire quelque chose ensemble et la musique a été un bon centre d'intérêt pour nous regrouper. Et cette année-là aussi, en 2017, tu as sorti un flashbook
un livre qui s'appelle Unique. Tu l'avais sorti lors de la Convention de Clermont-Ferrand. Ouais. Et donc, c'était un recueil de flash à tatouer, que tu pouvais tatouer à l'infini. C'était aussi bien des concepts, des idées, des motifs. Et ça relevait d'un questionnement sur la volonté d'être unique et de se démarquer des autres. Et j'avais lu quelque part que tu disais, aujourd'hui, tout le monde cherche à être différent, mais est-ce que la meilleure façon de l'être serait de ne pas chercher à l'être? Et je voulais savoir, du coup, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être original, être unique? C'est souvent une démarche euh, qu'on cherche quand on se fait tatouer, quand on fait un projet personnel, on veut quelque chose d'unique, on veut se démarquer. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être original ou unique? Être original ou être unique, déjà, c'est quelque chose qu'il faut contextualiser. C'est quelque chose. On peut être original dans un lieu comme on peut être banal dans un autre lieu tout en étant la même personne. Il y a aussi une question de temporalité. Marginal d'aujourd'hui sera peut-être le classique de demain. Je sais pas ce ce que ça veut dire réellement d'être unique ou marginal. Je sais pas si c'est un but à atteindre ou si c'est juste beaucoup plus intéressant quand c'est une conséquence parce que la personne est différente, tout simplement parce qu'elle a des préoccupations qui la poussent à évoluer et du coup, ben, ça la force forcément à s'émanciper des modèles actuels. Je sais pas ce que ça veut dire concrètement. Je vois quand il y a quelque chose qui est différent, qui sort des habitudes et effectivement on dit c'est marginal, mais Mais marginal ouais, je pense ou original, c'était ça l'idée. original. Original. Euh, Là, ma réponse va être très très basique. Hein. C'est quelque chose qui sort du lot, mais c'est plus. Ouais, j'arrive pas à me détacher de cette notion de contexte. Hein. C'est toujours quelque chose qui va créer le contraste. C'est le petit point de blanc dans la grosse masse de noir ou l'inverse, le petit point noir dans la grosse masse de blanc. Ouais, ça dépend de l'angle en fait. On pourrait dire qu'on est tous. Ouais, de l'angle, de la temporalité, du mouvement. Toi, tu t'habilles en noir et tout le monde s'habille en blanc à ton bureau, tu vas être marginal et pourtant tu changes de bureau, tu arrives dans une entreprise où tout le monde est en noir. Bah, peut-être que à ce moment-là, tu vas avoir envie de prendre cette putain de chemise blanche que tu n'avais pas envie de mettre avant, juste parce que tu veux te différencier. Je sais pas. C'est vrai, mais c'est vrai que ça peut être parfois une des raisons, une des multiples raisons de se faire tatouer, de rechercher ce côté unique, cette, euh, comment dire, cette personnalisation du corps pour montrer que tu peux toi-même personnaliser ton corps et le rendre, même si chaque corps est unique en fait, de toute façon, Oui, mais bien sûr. Après, c'était unique, mais c'est toujours, tu sais, il y a toujours ce rapport de proximité. C'est unique en fonction de l'échelle à laquelle tu te situes. C'est unique si tu es à 50 centimètres, mais si tu es à 10 mètres de la personne, le tatouage, il y a peu de chances que tu vois quelque chose, sauf si c'est une grosse structure comme un tatouage de Ben Volt ou de gros Black Workers. En général, passer un certain recul, tu vois juste une silhouette, en fait. Et j'ai l'impression que c'est valable un peu pour tous les sujets. ouais, et justement, ça me fait rebondir sur une autre expérience que tu as menée. Donc là, c'était en novembre, enfin, c'était en 2018 en Roumanie, où tu as collaboré avec 5 tatoueurs et c'était une œuvre collective euh, et internationale. Du coup, là, vraiment sur une grande œuvre. Et comment tu as réussi à collaborer sur une même pièce avec 4 autres artistes? Comment vous avez fait pour que chaque créativité en fait enfin, fusionne avec les autres ou s'ajoute, enfin, ou se mélange ou se côtoie et Alors, quand la personne tatouée a participé aussi à ce processus. Alors on l'a fait sur deux personnes en simultané et on a découpé, on a fait des tranches horaires, on a mis un protocole en place où une première personne venait poser une amorce de structure
et le tatoueur d'après venait interpréter les traits de construction pour faire sa propre vision, et ainsi de suite, 5 fois. On n'a pas cherché à élaborer une grande structure ou un grand dessin. C'est pas vraiment un cadavre exquis, mais concrètement, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Je suis pas tout à fait satisfait de ces collaborations, dans le sens où j'ai collaboré avec des gens qui ont un dialogue, un discours graphique qui se rapproche quand même pas mal de celui que je peux avoir. Et je trouve quand même que dans des collaborations, ce qui est intéressant, c'est de réussir à se conjuguer avec des personnes qui créent le contraste, en fait, qui créent la différence. Et Oui, c'est ce que j'ai travailler contrasté. avec Moi, Avoid, c'était oui. Mm. Les gens bien souvent se disent ouais, ce serait trop bien de voir lui et lui, vos styles ils vont trop bien ensemble. Non, en fait, on a beaucoup de ressemblances, et ces ressemblances, elles sont intéressantes si effectivement on veut faire un grand travail en très peu de temps et qu'il faut recouvrir de la peau. Donc là, on met notre technique en commun. Mais en vrai, en termes de construction, c'est très compliqué parce que on va se tirer la bourre sur des subtilités sur lesquelles on va avoir du mal à s'accorder. C'est pas toujours facile. Donc là, si tu veux, le protocole qu'on a mis en place faisait que pendant 1 heure, tu avais un temps de parole, on va dire, et tu cherchais à te raccorder de la meilleure façon possible à ce qui a été fait. Non pas comme un cadavre exquis où tu sais pas, t'as aucune idée de ce qui a été fait avant, et tu peux pas lancer l'amorce qui suit. Donc là, on a fait des sortes de créatures de Frankenstein qui tiennent bien, qui n'ont pas transcendé le game du tatouage graphique, mais qui au moins ont eu le mérite de nous rassembler et de nous rapprocher pendant une semaine, et qu'on se rencontre tous parce que on était on va dire une petite famille graphique à se côtoyer, à beaucoup échanger, et là c'était l'occasion de vivre un petit peu tous ensemble. Ouais, ça devait être fort quand même comme rencontre, comme moment partagé. Oui, c'était chouette, c'était chouette. Surtout, bon, c'est une petite anecdote, la Roumanie, sur certains détails, ça m'a quand même fait flipper. Le premier soir, j'étais à un endroit où il faisait un peu froid et je dormais par terre, et il y avait un chauffage, un petit chauffage, qui marchait à moitié et qui faisait des grandes étincelles bleues. Du coup, ce soir-là, je me posais la question, est-ce que j'avais froid au point de risquer de potentiellement cramer dans la nuit? Bon, en vrai, j'ai dormi, j'ai eu un petit peu froid, mais j'ai pas allumé le chauffage. Tu as Voilà, fait ton choix. je pense à ça. Je sais que c'est pas du tatouage, mais quand je repense à cette expérience-là, je repense à ma première nuit là-bas. Voilà. Ta première nuit dans le froid roumain. Je voulais parler aussi de ton émission sur YouTube euh, qui s'appelle À Boisson et Ouais. que tu définis comme un cocktail vidéo autour du tatouage moderne. Euh, donc, tu abordes plusieurs sujets comme la réflexion sur le concept et la définition du flash, sur la popularité du tatouage réaliste, euh, sur ta définition entre guillemets du client parfait. Quel est le but de cette émission? Est-ce que tu as envie de démocratiser le tatouage, de le vulgariser, au contraire de partir sur des réflexions un peu plus poussées, un peu plus philosophiques et qu'habituellement, quel est le message que tu veux porter avec cette émission? Non, alors c'est un exercice à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui m'est utile sur différents plans. Un, ça me force à structurer ma pensée. Quand je pense juste pour moi dans ma tête, je peux faire des sauts où ma logique va pas être contrariée. Du moment où je commence à essayer de raconter à quelqu'un ce que j'ai en tête, je suis obligé de structurer ce que je dis, et je me rends compte aussi de ce qui va être bancal et de ce qui ne fonctionne pas. Le fait de mettre sur papier, c'est un premier exercice. Le fait de mettre sur papier, de trouver comment le mettre à l'image et de l'exposer aux gens, c'en est un autre. Donc déjà ça, en termes de réflexion, c'est hyper important pour moi. Deuxièmement, ça me permet de mettre du son et de l'image sur qui je suis, et de communiquer autrement que juste
en mettant, je sais pas, un plat de ce que j'ai mangé et en racontant une anecdote pourrie sur Instagram. Parce que je n'ai pas d'accueil, je travaille en privé et j'ai quand même envie que les personnes qui aient envie de me voir puissent avoir une idée de la personne qu'ils vont venir rencontrer et pourquoi ils vont me confier des histoires aussi importantes. Enfin voilà, ça me sert à ça. Deuxièmement, troisièmement, ça me permet de créer une archive sur Internet et de participer à quelque chose dont je me suis nourri à la base. C'est con, hein, mais j'aime beaucoup Arnold Schwarzenegger et il a cinq grandes règles. Et la cinquième règle, c'est give something back, donc donne quelque chose en retour. Et ben, quand je fais ça, j'ai l'impression de retendre la main à les futures générations et de mettre en accès certaines de mes réflexions. Pour la création, et là en général, je m'en fous, je fais pas la chasse aux copycat et tous ces trucs-là. Et je pense que même mettre en commun ma réflexion, ça va permettre à d'autres personnes de grimper. Et j'espère juste que eux aussi, ils vont permettre à des vieux cons comme moi plus tard de pouvoir regrimper aussi sur leurs idées, de façon à ce qu'il y ait un grand truc qui se crée. J'ai bien répondu à votre question, madame? Oui, c'est très bien. Et justement, je voulais rebondir parce que quand tu parles des générations futures. Je voulais savoir comment tu vois les innovations récentes sur le tatouage et notamment de la machine. De la machine à tatouer, enfin du robot qui peut tatouer. Est-ce que toi tu trouves ça fascinant? Est-ce que ça te fait peur et tu te sens menacé dans ton métier? Comment tu vois le tatouage évoluer dans le futur et si jamais ce robot pouvait prendre de la place, parce que je pense que voilà, au niveau technique, et ça peut permettre de faire des choses quand même assez folles, quel est le rôle de l'humain dans cette évolution? Alors je sais pas, je suis pas devin et j'ai pas le nez creux pour ce genre de choses, je m'en rends compte. Par contre, je trouve l'objet en lui-même, je sais pas quand est-ce qu'il sera commercialisé, si ce sera commercialisé, comment ce sera commercialisé, j'ai aucune idée de tout ça. Par contre, l'objet en lui-même, il m'intéresse, c'est un objet de réflexion qui fait peur à certaines personnes. Le tatouage, c'est des rares disciplines. Ah putain, je vais employer un mot que je déteste. C'est une rare discipline artistique qui n'est pas en concurrence avec la machine, l'intelligence artificielle et tous ces trucs-là. Parce que en musique, on sait générer de la musique en intelligence artificielle, on sait faire de la peinture autonome, on sait faire plein de choses. Là, en tatouage, l'être humain, il a le monopole. Donc, et encore, tu as certaines personnes d'ailleurs qui se revendiquent de très bons tatoueurs et qui mettent en avant le côté humain, alors visiblement quand on écoute leurs clients parler, c'est pas toujours le cas. Bref, le fait qu'il y ait une machine qui puisse se mettre en compétition et faire aller certaines personnes, ça m'intéresse. Ça pose aussi des questions sanitaires. Parce que aujourd'hui, un tatoueur qui tatoue avec un carbone sans stencil et tout, du moment où il a posé ça et qu'il a dessiné avant, la procédure d'asepsie, elle est bancale, quoi. Alors qu'avec une machine, potentiellement, on pourrait arriver à une pratique tatou quasiment, enfin pas stérile, mais enfin super aseptisée, bien plus que quand c'est un être humain qui s'en occupe. Comment j'ai fait pour partir aussi loin là-dessus? En vrai, je m'étais intéressé un peu au robot, mais pour avoir refait une table ronde avec le collectif d'Appropriate Audience, il y a une nouvelle piste qui m'est venue, que j'avais pas du tout envisagée et qui va forcément exister. C'est la frange transhumaniste, en fait. Quand des êtres humains surdéveloppés se mettront à tatouer, qu'est-ce qui se passe si ton tatoueur il s'est fait augmenter des yeux et que il a 20 dixièmes alors que d'habitude on a 10 dixièmes? Qu'est-ce qui se passe si ton tatoueur il peut baisser son rythme cardiaque bien plus qu'à la normale pour avoir un geste encore plus précis que les autres? À ce moment-là, est-ce qu'on acceptera de se faire tatouer par ces gens-là ou est-ce que non, c'est pas humain, c'est pas bien? Et dans ces cas-là, c'est quoi la différence avec le fait de se faire tatouer par un robot? Je sais pas. Franchement, j'ai aucune réponse à tous ces trucs-là. C'est juste que ça m'intéresse et en tout cas,
ça remet sur la table le vrai facteur humain et qu'est-ce que c'est et est-ce qu'on est si proche de nos clients que ça, quoi. Oui, oui, c'est sûr que le facteur humain est remis au centre, mais je pense que pas forcément voir ça comme une menace, mais ça peut permettre de se remettre en question. Et tu parlais de la convention de la table ronde que tu as faite. Je sais qu'il y a quelques semaines, il y avait la convention de Clermont-Ferrand. Est-ce que Exactement. tu peux nous en parler un petit peu? Je sais que tu as beaucoup travaillé dessus et participé à l'organisation. Et voilà, si Ah, tu veux débriefer. ouais, je me suis fatigué à la convention de Clermont-Ferrand. J'ai eu la chance, grâce à l'organisation, de proposer 2 tables rondes. Donc, une première table ronde sur le tatouage par les non-tatoueurs. Donc, en amenant le collectif Appropriate Audience et leur robot, en amenant aussi un ami artiste qui s'appelle Sébastien Léral, qui est plasticien peintre, mais qui, lors de ses différents projets, intervient des fois en tant que tatoueur, tatoue son audience, ou même se fait tatouer les dessins générés par ses spectateurs. Donc, c'était intéressant de confronter des techniciens face à un être humain qui se définit comme quelqu'un de profondément humaniste et qui se moque ouvertement de la technique. Ça, c'était la première table ronde. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Plus de questions qu'avant. Et la deuxième table ronde qui a eu lieu, c'était tatouage et réseaux sociaux, où on essayait de poser la question de l'impact de l'un sur l'autre, la place du tatouage dans les réseaux sociaux. Et je me posais aussi la question du statut d'Instagram en tant que galerie propre de diffusion et non plus juste moyen de diffusion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il y a certains tatouages qui sont pensés et présentés uniquement pour être vus sur Instagram. Je sais que c'est quelque chose qui me titille parce que ça a poussé à des tatouages de plus en plus petits, de plus en plus détaillés, à des endroits où on n'a jamais ce regard-là. Le petit smiley de 1 centimètre de diamètre qui est fait derrière la cheville, dans la vie, à moins que tu sois fétichiste et que tu te balades dans la rue à ras du trottoir, jamais tu ne le verras, ce tatouage. Par contre, la personne qui l'a fait, elle va le mettre sur Instagram et ça va être zoomé, hyper zoomé. Donc, j'ai l'impression que Instagram a réellement modifié notre perception, notre conception du tatouage et que du coup, ça a aussi changé la façon dont un client va réclamer son tatouage à son tatoueur parce que putain, il a la preuve que sur Internet, on peut faire ça et c'est comme ça à cet endroit. C'est Alors vrai. On n'a pas sur Internet ce que ça donne en vieillissant, mais c'est un autre débat. Mais non, mais c'est vrai enfin, que le c'est plus but tu sais, aussi. ce rapport au corps, ce rapport hyper zoomé qui n'existe pas en fait Ouais. dans la vie. Sauf que les personnes vont prioriser cette image-là qu'ils ont perçue et qui est dans leur poche et qui les stimule bien plus que de se rendre compte que leur tatouage à ne serait-ce que 3 mètres, il est déjà plus lisible, quoi. Oui, et écouter justement la vie de l'artiste tatoueur qui leur dit que c'est important de penser au vieillissement, mais surtout à la lisibilité du tatouage. Et le tatouage, pour qu'il soit beau et lisible, ça peut voilà, être de pouvoir, enfin, d'être à quelques mètres et qu'on puisse quand même identifier ce que c'est. Ouais. Ouais, je me rappelle, il y a Léon Lam, il y a quelques années déjà, sur un documentaire sur Internet qui s'offusquait que dans les magazines, il y ait quasiment que des gros plans de tatouages et qu'on ne sache même plus si on est sur un mollet ou sur un bras ou sur un pectoral. Je pense qu'il y a quand même ce besoin de prendre du recul et prendre conscience que c'est sur un corps. Il y a Encore. une ligne
mobilité, il y a une interaction peut-être entre le muscle, l'articulation, tous ces trucs-là. Et Oui, le positionnement sur le corps est hyper important, justement. Et ça, tu peux pas voir l'harmonie du tatouage et de la forme enfin, du corps et de l'emplacement si tu es en méga zoom pour ouais. voir tous les petits détails. C'est la différence entre tatouage sur le corps et tatouage avec le corps. Et c'était ça, du coup, le sujet un peu de cette table ronde, c'était Ah, comment ça retranscrit, enfin, quelle image du tatouage donne non, Instagram. non, 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 ça c'est une des conclusions que j'en ai tirées. On a surtout, alors on avait invité Mathilda de Cole et Guillaume de Urshink, qui sont des applications qui mettent en relation des tatoueurs avec des clients. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir des professionnels de ce genre d'application de façon à avoir une réelle expertise et une réelle compréhension de comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment ils sont fréquentés, comment ça fonctionne, comment on capte l'attention, de façon à pouvoir le partager, leur questionner. Alors, pas forcément tirer des conclusions, mais peut-être se situer et essayer de comprendre un petit peu mieux où est-ce qu'on se trouve. Puisque Instagram a largement contribué à l'explosion du tatouage, et c'est vrai que à partir de 2016, quand Instagram et Facebook ont changé leur façon de travailler, il y a eu des répercussions dans le monde du tatou. Donc, essayer de comprendre ça. Comment on est devenu dépendant de ça, comment on peut s'en défaire, on ne sait pas. Oui, comment ça peut être un outil très porteur pour des artistes qui savent ou qui ont envie de communiquer et comment ça peut peut-être être plus compliqué pour ceux qui ne sont pas branchés réseaux sociaux et qui ont tout autant de talent mais Bien sûr. moins d'abonnés mais qui sont plus ancrés dans une... Bon, il faut savoir quand même qu'à la longue, le nombre d'abonnés, ça vaut rien du tout, hein. Ce qui compte, c'est comme dans la vraie vie, c'est la qualité de tes interactions, quoi, c'est tout. Oui, on est d'accord. D'accord, mais c'est vrai que ça peut... Sur le long terme, voilà. Oui, c'est ça. On verra ce que ça va donner sur le long terme. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, c'est un plaisir. J'espère que ton podcast recevra de belles personnes et que je serai un auditeur assidu. Merci, je suis ravie. Ça me fait trop plaisir. Et le but, c'est justement qu'il y ait des tatoueurs, mais pas seulement. J'ai envie d'explorer plus largement. Mais oui, le tatouage, c'est quelque chose qui fait parler, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit que l'image du tatouage, mais on voit pas assez les interactions que ça génère. Ça peut être cool. Ça vous a plu? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.